En 2009, le gouvernement camerounais lançait le programme gouvernemental de construction de 10 000 logements sociaux à travers le pays, couplé à l'aménagement de 50 000 parcelles constructibles et avec une phase pilote de 1 675 logements. Le projet piloté par le ministère camerounais de l'Habitat et du Développement urbain a déjà enregistré à ce jour près de 2 000 logements dans plusieurs villes, notamment Yaoundé, Douala, Bafoussam, Limbé, Bamenda et San-Mélima, des logements qui devraient prioritairement être attribués aux citoyens de la basse classe et de la classe moyenne, sauf que sur le terrain, le constat est tout autre. Ce qui a donné le prétexte du thème de ce soir, qui est l'accès au logement au Cameroun, la difficile équation. Une question à laquelle vont répondre nos panélistes ici sur place de ce soir, constitués de Suzanne Kalalobé, journaliste éditorialiste. Bonsoir Suzanne et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Armel. Alors en face de vous, j'ai deux messieurs. Xavier Bellemé, le secrétaire régional à la communication du Social Democratic Front pour le littoral. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Armel, merci pour l'invitation et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, particulièrement les militants du SDF. Alors tout à côté de vous, j'ai Albert Ibongué, il est citoyen camerounais comme vous tous d'ailleurs sur le plateau et communicant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Mel, merci de m'avoir invité. Alors je commence par vous puisque j'ai fini les présentations par vous. La situation du logement social aujourd'hui au Cameroun, qu'est-ce que vous en pensez en tant que citoyen camerounais et probablement au sein du PCA? Mais effectivement, c'est le même constat que celui que vous venez d'opérer, c'est-à-dire que l'on construit des logements sociaux pour effectivement satisfaire à la basse classe qui n'a pas forcément les moyens de se payer des logements dans les standards acceptables. Donc l'État, dans ses fonctions régaliennes, décide d'apporter sa contribution pour que ces citoyens-là aient aussi un toit sous lequel poser leur tête. Et là, on se rend à l'évidence que ce qui doit être social est finalement quelque chose de très compliqué. Vous avez proposé le problème de l'accessibilité. À cela, il faut ajouter celui de l'information, parce qu'effectivement, l'information n'est pas toujours disponible. Il faut aller la chercher. Parfois, elle est contradictoire, ce qui rend assez compliqué l'accès à ces logements. Bon, la question de l'accessibilité intègre également celle du coût, qui est effectivement très au-dessus du revenu du Camerounais moyen. Mais on est dans le cadre de l'aide ou de l'accompagnement de la basse classe à un logement décent. Donc c'est tout un paradoxe qui a des impacts, j'espère qu'au cours du programme nous allons pouvoir les examiner, qui a des impacts sérieux sur l'économie du pays, sur les projections que peut avoir notre pays et sur effectivement la morale sociale que l'État ou le gouvernement veut promouvoir à travers les plans sociaux. Alors, vous avez, avec des conditions déjà très difficiles au Cameroun aujourd'hui pour les citoyens, on vient de suivre l'exposé d'Albert Ibongué il y a juste quelques instants. Ça fait quand même 13 ans qu'on en est là. On a construit à peine 2000 logements sur les 10 000 qui ont été annoncés en 2009. Oui, d'abord, il faut préciser que d'abord le plan gouvernemental en lui-même qui prévoit la construction de 10 000 logements sociaux n'est qu'une infime partie. C'est comme si on prenait un verre d'eau, on verse à l'océan, c'est absolument rien. Ou alors dans un trou plus grand, ça ne représente absolument rien. Et il faut y ajouter que ces logements n'ont de sociaux que de nom, mais n'ont rien du social. Parce qu'en réalité, si on regarde bien les missions qui ont été dévolues, parce qu'il y a 3 organismes publics, en commençant par le Crédit foncier camerounais, qui a été créé en 1977, avec pour mission de faciliter un certain nombre de logements à des Camerounais qui ont des petits revenus. Et on ajoute ça le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Habitat, il y a le ministère des Domaines, ou alors la MAITU qui a une mission de pouvoir viabiliser des terrains ou alors des espaces pour pouvoir, à des prix plus ou moins très réduits, pour pouvoir permettre aux citoyens le plus démunis de pouvoir avoir accès au logement décent. C'est de ça, donc c'est une mission première qu'il fallait ajouter, mais malheureusement il n'y a aucune volonté. Le côté social est pareil, le Cameroun est de la même chose, c'est le même Cameroun qui gère la même chose depuis 40 ans.
et qui ressemble à un bateau qui prend de l'eau partout. Vous savez, il y a eu les premiers 150 logements à Yaoundé qu'on avait construit, l'État avait construit. Et le dernier logement le plus moins cher coûtait 17 500 000 francs. Et quand on sait que nous sommes dans un pays où le SMIC est à 36 200 francs et 40% de la population vit dans une misère totale, ils n'arrivent pas à avoir moins de 500 francs CFA par jour, donc au seuil de la misère totale. Et vous voyez donc dans un pareil pays, comment peut-on arriver à avoir des logements qui coûtent 17 millions? Est-ce que la maman qui braise le poisson au bord de la route sera à la hauteur de pouvoir se payer un tel logement, pour pouvoir vivre décemment? Ou alors ce jeune homme qui fait le benskin, qui est jeune marié, peut-il arriver à se loger à 17 500 000 francs? Je ne crois pas. C'est un échec. Parce que le crédit foncier avait pour mission dans les années 77, c'était à l'époque où c'était des gens qui avaient le CPE qui géraient encore ces pays. On n'était pas encore arrivé en 2022 où ce sont les agrégés des universités qui ont la science infuse, qui gèrent le pays et ils ont dévoyé tout ce que les gens qui avaient le CPE ont pensé. Donc c'est-à-dire que les gens qui ont le CPE ont mieux géré... C'est le paradoxe camerounais, malheureusement. Et ça fait un peu rire, mais c'est une triste réalité. Il y a des gens qui sont paradés de gros diplômes aujourd'hui ronflants, qui ont amené l'État à genoux et qui ont fait de détournement du denier public leur sport favori. Et revenons sur le sujet, la thématique. Il est donc aujourd'hui, pour un Camerounais lambda, de pouvoir se loger décemment. Ou alors, et l'État ne lui permet pas cela. Parce que le crédit foncier a deux types de financement. Le financement qu'on prête aux citoyens qui ont moins de revenus pour pouvoir se bâtir une maison décente, pour pouvoir se loger lui et sa famille. Et le financement qu'on peut donner à des groupements qui peuvent construire des maisons pour viabiliser la vie publique nationale, au moins sur le côté de l'habitat. Et l'État, à l'époque, avait mis un taux d'intérêt de 4% pour pouvoir... Le jeune travailleur qui vient d'être recruté 30 ans, 34 ans, peut prêter l'argent avec un crédit à long terme, entre 20 et 30 ans, et qui peut rembourser ça petit à petit sans que cela puisse lui créer des difficultés dans son salaire au quotidien. Et malheureusement, cela n'a jamais été atteint parce qu'il faut comprendre le mécanisme de financement du crédit foncier. Sur l'argent qu'on vous retient, madame, dans votre bulletin de paye, votre employeur vous retient un certain montant pour reverser au crédit foncier. Et je suis sûr que si vous faites une demande, même de 100 000 francs au crédit foncier, vous ne bénéficierez pas. Chaque mois, vous payez de l'argent au crédit foncier. Yeah. Et il y a l'ancien DG, directeur général de cette institution, qui se retrouve en prison, 15 ans, qui a été condamné avec l'ancien ministre des Finances, pour ne pas le citer, Edou, Jacques Edou, je crois son nom c'est Edou, qui est allé en prison avec Ababa et son PCA, Boto Angon, qui est d'ailleurs mort en prison. Et à cause de ce type de malfaisation, on ne sait pas à quoi c'est. Et le Cameroun, c'est une île géante de l'arnaque et de la manipulation. Très bien, on va revenir vers vous tout à l'heure. Alors, Suzanne, est-ce qu'on a justement l'impression que le travail ou les rôles qui avaient été attribués aux uns et aux autres aujourd'hui sont éparses? Est-ce qu'on a l'impression que le logement même, tel qu'il est défini à la base, n'est pas respecté par le gouvernement camerounais? Si on parle de 17 millions, Xavier a parlé des derniers logements. Du côté de Yaoundé, 17 millions pour un logement, pour un Camerounais moyen qui vit avec moins $1 par jour. Il faut bien poser le problème. Il ne s'agit pas de regarder le problème par le petit bout de la lorgnette en excluant ce que vous appelez l'accès au logement social avec la réalité de l'accès à un travail décent. Si les deux choses ne sont pas liées, il n'y aura pas d'accès au logement social. Or, nous sommes dans une situation, dans un pays où l'informalisation ne permet pas aux gens d'avoir un revenu stable, sécurisé et constant. Par conséquent, si vous voulez, même si l'État faisait 10 000, 1 million ou quelques subventions qu'il voulait, le logement social, si on regarde l'historicité de cette politique de socialisation dans l'urbain, a été toujours accompagné avec un développement de l'emploi. À l'époque, quand dans des pays comme la France, l'Angleterre
où l'Allemagne crée le système des habitations à loyer modéré, on s'adresse d'abord à des ouvriers, c'est-à-dire des gens qui ont un revenu que l'on identifie, que l'on connaît. On s'adresse à des ouvriers, on s'adresse aussi au secteur privé, parce que l'État seul ne peut pas, puisqu'il n'a pas de rond. Et les taxes, dans une situation où l'informel est fort, ne suffisent pas à subventionner les plus pauvres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de prédation ni quoi, mais la politique sociale de l'accès au logement pour tous dépend d'une politique équitable, d'une intégration économique de l'accès au travail pour tous. Ça, c'est une des premières conditions. La deuxième condition, c'est que, en réalité, dans les autres pays du monde, il y a eu une participation des privés, c'est-à-dire des investisseurs privés dans l'acquisition et le subventionnement du logement social, ce qui n'existe pas chez nous. Ce qu'on peut reprocher à notre gouvernement et à nos pays pour la plupart du temps, c'est ce que j'appelle des effets d'annonce. Oh, logement social pour tous, sans qu'on entre dans le fond du problème. Il ne peut pas y avoir de logement accessible, au moins aux plus démunis, s'il n'y a pas de travail pour le plus grand nombre. Il ne peut pas y avoir l'accès à un logement social s'il n'y a pas une économie soutenue par derrière. Ce n'est pas possible. Parce que vous faites entrer des gens dans des maisons, ils ne peuvent pas payer, ils n'ont pas de travail. D'accord? Ensuite, il ne peut pas y avoir de logement social s'il n'y a pas une mutualisation des investisseurs. Et l'État ne peut pas être le seul investisseur dans la partie. Je dis encore une fois, sans que ça soit un exemple, quand je lis mes bords, j'ai regardé les bords. Toute politique de cette socialisation du logement s'est vue effectuée à un moment où les investisseurs privés ont été de la partie. S'ils ne le sont pas, l'État ne le peut pas. La dernière condition maintenant, c'est que c'est culturel et anthropologique. Ça, c'est mon point de vue, Oui. qui n'est peut-être pas sociologiquement démontré. Depuis que je suis rentrée au Cameroun, je suis très, très étonnée par le désir que les gens ont d'avoir leur maison à eux, propriété individuelle. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à travailler, je ne rêvais pas d'une maison à moi. Et je me rappelle que le niveau des gens qui prenaient le logement à eux, c'était des gens qui avaient au moins 20 ans d'expérience. Chez nous, très vite, les gens veulent se construire leur parcelle, leur petite maison, leur petite terre. Ça veut dire que la conception du logement social doit s'arrimer à cette réalité culturelle. Alors, quel genre de logements sociaux devons-nous construire? Comment est-ce que les différents acteurs concernés doivent contribuer? Si vous permettez, je vais parler d'un exemple, d'une expérience. Bon. Et dans la société dans laquelle je travaille, pour ne pas citer des noms, on avait décidé de créer ce qu'on appelle des cités ouvrières. L'objectif de ces cités ouvrières, c'est que l'entreprise accompagne les employés à avoir accès à des parcelles de terrain, leur mettre à leur disposition des techniciens pour les aider à construire des logements ayant une certaine norme. Nous avons à ce moment-là signé un partenariat avec le Crédit Foncier qui était prêt à accorder des prêts à un taux estimable de moins de 5%. Cette mutualisation n'a pas forcément fait florès. Il n'y a qu'à Berthois que les gens se sont lancés dans cette logique de collective de construction sociale. Donc, si vous voulez, quand vous analysez l'ensemble des agrégats autour du logement social, vous vous apercevez que, certes, il y a défaillance de l'État, probablement, je ne sais pas, mais il y a la structure de l'économie du Cameroun qui ne permet pas d'accéder à une équité. Et donc la guerre aujourd'hui, si vous voulez, c'est comme au Rwanda, c'est une politique intégrée de l'habitat. Au Rwanda, c'est une politique intégrée, c'est-à-dire ce n'est pas logement d'abord, rue d'abord, non. C'est pour construire une ville en plein développement, qu'est-ce qu'il faut comme masse économique? Qu'est-ce qu'il faut comme critère? Qu'est-ce qu'il faut comme modèle de développement pour qu'on soit à même de répondre aux besoins des populations? Or, chez nous, si vous voulez, tout a été fragmenté. On prend de côté, aujourd'hui on vous dit 12 000 logements et les opposants, bien sûr, ils s'excitent. Oh, ils sont d'abord citoyens, Suzanne, avant d'être ils sont aussi de l'opposition. Parce que leur perception n'est pas citoyenne, elle est partisane. Si elle était citoyenne... Ceux qui sont au pouvoir ont une conception Non, je ne suis pas avec eux pour le moment, je suis avec vous. La question c'est, je suis citoyen, si je suis citoyenne, j'analyse les conditions dans lesquelles toute réalisation doit se faire. Mais si je suis partisane, je préfère mettre en avant mon point de vue de partisan.
pas qu'ils aient tort ou raison, et je ne les juge pas. Je dis que quand on analyse dans le fond, demain, s'ils sont au pouvoir, ils n'arriveront pas, s'ils n'intègrent pas un certain nombre d'agrégats. Il ne peut pas y avoir de logement social s'il n'y a pas une politique économique et sociale de développement de tous les agrégats qui permettent l'accès à tous à un meilleur emploi, la mutualisation des ressources, donc les investisseurs privés, et la responsabilité des citoyens eux-mêmes. Ça, c'est un point de vue. Mais justement, Albert, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il y ait justement cette absence de politique visant un développement peu ou presque parfait pour pouvoir prendre en considération les populations les plus démunies? Je crois que c'est là où nos points vont s'opposer avec ceux de Suzanne, qui, d'une certaine mesure, n'arrive pas à attribuer la grande responsabilité à ceux qui en sont responsables. Parce que la question de la définition de la politique globale incombe à l'État. C'est lui qui définit la politique globale, mais moi je ne suis pas d'accord avec Suzanne. Parce qu'en réalité, les politiques doivent intégrer les réalités du terrain. Ce ne sont pas des choses qu'on élabore ex nihilo, c'est-à-dire que hors sol, voilà. Donc on doit prendre en compte, en considération, les réalités du terrain pour se projeter sur une véritable politique de l'habitat qui prend en compte la situation concrète. C'est cette inadéquation qui est justement problématique, qui fait que les effets d'annonce, comme elle a beau faire de le dire, mais ce ne sont pas les opposants qui annoncent les chiffres, les projets. Ce sont effectivement ceux qui sont en charge de les mettre en œuvre, qui n'arrivent pas à les mettre en œuvre et qui créent justement ce flou, qui créent justement cette insatisfaction que l'on note en rapport avec, l'accessibilité. Parce qu'effectivement, si on dit logements sociaux, il faudrait que les Camerounais sachent que c'est des logements destinés à la basse classe, donc qui est, je veux dire, qui a des revenus relativement bas. Donc ces logements, c'est pour eux. Donc on ne peut pas dire logement social et on arrive à ces montants-là. Cette inadéquation montre effectivement que le régime ne prend pas toute la mesure de la réalité, est plus focalisé dans ce qu'elle appelle clairement, et nous sommes d'accord, les effets d'annonce pour pouvoir, je ne sais pas, peut-être bluffer ou bien donner l'impression qu'on a des projections qu'on n'arrive pas à atteindre. Donc c'est ça la problématique. Il faudrait effectivement que l'on revienne à des réalités plus construites qui partent de ce que j'appelais tout à l'heure, des réalités. Suzanne parlait d'une économie qui est assez, comment on dit ça, elle a dit une économie qui n'est pas formelle, informelle, une économie qui est informelle. Mais même le secteur formel n'est pas mieux loti dans la donne. Oui. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont des revenus bien ciblés, mais à revenus de 18 millions pour un logement social, c'est comme travailler toute une vie simplement pour le logement. Mais il n'échappe à personne que le logement est fait pour donner le logement social est fait pour donner une certaine tranquillité aux citoyens. Parce que ça fait partie des fonctions régaliennes de l'État. C'est mentionné dans la Constitution où chaque citoyen a droit à un logement. Et l'État, dans sa construction, bien dans son engagement à construire les logements sociaux, participe ou bien prend sa part de responsabilité dans cet engagement mentionné dans le document fondamental que nous tous on connaît. Mais que peut faire, comment peut se projeter des citoyens, comment peuvent se projeter des citoyens qui n'ont pas un toit, qui dorment mal? Je veux dire qu'on ne peut pas élaborer une politique économique ou attendre des performances économiques des citoyens si l'on n'a pas résolu à la base. Donc pour le moment, le changement, les politiques qui sont élaborées ne présentent pas sur le plan fondamental déjà des gages pour qu'on en arrive à ce que l'objectif qui est de donner une certaine tranquillité aux citoyens soit atteint. Il faudrait revoir les approches qui doivent s'imbriquer, qui ne doivent pas participer des annonces politiques qui veulent faire comprendre que le problème, c'est les opposants lorsqu'ils constatent qu'on a dit 12 000, on n'en a fait que 2 000 et pendant 10 ans. C'est ça la problématique. Donc il faut rétablir une certaine adéquation entre les moyens dont dispose ce peuple à qui on destine certains logements et les objectifs et les moyens de l'État. Parce qu'il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs que c'est parfois des fonds que certains bailleurs mettent à la disposition de l'État pour pouvoir aider les populations. Et nous, on ne peut pas ne pas mentionner la gabegie qui est souvent faite
autour de ces logements. Parce que autant on se félicite de ces engagements, autant parfois même les logements sont faits. Mais maintenant, c'est pourquoi le peuple ou bien le bas peuple n'arrive toujours pas à accéder, parce qu'en réalité, on peut remettre en question le vrai engagement, donc la volonté politique de faire en sorte que même celui qui est dans un système informel, mais que l'on peut formaliser, parce que je crois que le logement, c'est quelque chose d'essentiel et tout le monde aspire à cela. Suzanne l'a bien remarqué, tout le monde aspire à un logement. Maintenant, il faut créer des conditions qui soient acceptables par les différentes parties et qui peuvent faire en sorte qu'à court ou moyen terme, on puisse avoir tous ou prétendre à des logements sociaux relativement avec notre niveau de bourse. Oui, Xavier, on parle d'une inadéquation. La question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'on a l'impression, justement, Suzanne parlait de revenus, il faut revoir les salaires. On a 36 000 de SMIC aujourd'hui, on a des personnes qui touchent 100 000 francs, mais on a des logements qui coûtent 17 millions de francs CFA. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que les gouvernements ne travaillent pas ensemble pour que ça aille de pair, justement, qu'un citoyen puisse avoir un logement à 17 millions parce que peut-être son salaire aura été revu à la hausse? Effectivement, ce que vous faites remarquer est vrai. Et il faut comprendre que nous avions depuis 40 ans un régime qui a pour mission non pas de trouver des solutions définitives à la misère des Camerounais, mais plutôt pour les maintenir la tête dans l'eau, c'est-à-dire pour qu'ils ne sortent pas la tête. C'est ça leur mission principale. Ils n'ont jamais agi autrement que de cette façon. Pour revenir sur les questions réellement du logement, comme il y a des Camerounais qui sont dans le secteur formel, et là, Madame Suzanne s'est trompée, mais qui leur salaire, je prendrais simplement un administrateur civil, qui est un fonctionnaire, prenons même un fonctionnaire de catégorie A2 de la fonction publique, même dans la catégorie, le plafond, n'a que 200 000 francs le mois. Il gagne 200 000 francs à la fin du mois, et en tenant compte des impôts et le reste. Ça veut dire que ça a des 200 000 nets des impôts, et si on rabat les impôts, il a moins de 200 000. Admettons même qu'il a 200 000. Et que ce fonctionnaire a besoin d'accéder à un logement décent. Il n'aura jamais 17 500 000 pour se loger. Ça, c'est quelqu'un qui est dans le cadre formel au Cameroun. Parce que si Suzanne, son analyse peut tenir pour ceux qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de matricule quelque part. Mais nous sommes là dans le cas de ceux qui ont le matricule. Sauf si ce fonctionnaire se retrouve dans un secteur où il va avoir plein les poches, et il va se livrer à des comportements irrévérencieux, des comportements qui mettent en mal la fortune publique, où il va avoir des missions, 600 jours de mission sur 365 jours par an. Et voilà ce type de fonctionnaire. Mais si c'est un fonctionnaire qui doit vivre dans le cadre de son salaire uniquement, il aura beaucoup de difficultés pour pouvoir accéder à un logement décent. Mais pourtant, c'est au cadre de l'administration. Et c'est ça la réalité chez nous. Donc, il ne peut pas se loger. Et prenons le cas de ce travailleur qui a le SMIC, qui touche un SMIC de 36 200 francs. C'est même lui qui mérite ce logement qu'on appelle le logement social. Et peut-être qu'il faut revoir la définition même du logement social au Cameroun. Non, il faut revoir le Cameroun. Il faut revoir fondamentalement le Cameroun de fond en comble. C'est un pays qu'il faut complètement changer. Il faut revoir et reconstruire notre Cameroun. Le Cameroun tel qu'il est là, c'est un baril de poudre. Parce que tout porte à ce que les Camerounais se révoltent et que le pays se désengrège. Les Camerounais sont incroyables, c'est un peuple qui est très résilient. Moi, il faut les féliciter. On aurait été dans un autre pays, ce pays serait en lambeaux, parce que tout le politique qui gère ce pays depuis 40 ans ne pose que des actes irresponsables qui sont de nature à pouvoir révolter les citoyens camerounais. C'est pas possible. Donc, il faut revoir tout simplement l'organisation de cette histoire. Et déjà, le terrain d'aménagement, donc bus de la maïture qui prépare le terrain même nu pour que vous allez vous-même prendre même le matériau provisoire pour faire même une hutte pour que vous cachiez d'abord avec votre famille. Ce terrain n'est pas accessible. Et je vais terminer la tâche. Allez-y très rapide. Un pays qui a la même dimension, le même niveau de développement que le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara est arrivé, il a promis la construction de 115 000 logements sociaux. Et aujourd'hui, en 10 ans, il a pu construire près de 50 000 logements sociaux. Et comment il a fait? Il a créé une nouvelle ville d'Abidjan. Avant d'arriver, il a construit une autoroute qui peut, quand vous êtes dans ce village,
la nouvelle ville. De rallier rapidement les autres villes. Vous vous retrouvez au quartier d'affaires qui est l'équivalent de Bonanjo et que vous vous retrouvez rapidement. En 20 minutes, vous êtes au quartier d'affaires. Et que là-bas, et ce qu'on doit à ces logements, c'est ceux qui ont des petits revenus. Oui. Et non pas des citoyens qui sont nantis. Des petits revenus, puisqu'il y a une enquête qui est menée pour savoir exactement où vous travaillez, combien vous touchez. Peut-être est-ce que le Cameroun devrait implémenter. Et chez nous, en 40 ans, on a fait la promesse de 10 000 logements sociaux. On en a à 2 000 en 40 ans de pouvoir. Et à Côte d'Ivoire, en 10 ans, on en a conçu plus de 50 000. Alors, et ça veut dire que d'ici bientôt, il va atteindre les 75 000 logements sociaux. Sans compter les terrains viabilisés qu'il a mis à la disposition du petit peuple. Non, on a annoncé justement 50 000 logements qui seront viabilisés par l'État du Cameroun. Alors, Suzanne, Albert évoquait le manque d'informations ici pour l'accès au logement de ces populations. Il faut quand même dire que pour avoir un logement au Cameroun, il faut être éligible au programme gouvernemental de logements sociaux. Les acquéreurs ne se pressent malheureusement pas. Mais Ahmed, il faut qu'on apprenne ensemble à poser les problèmes dans leur fond. D'accord? La question, ce n'est pas la velléité des opposants ou non. Nous n'en sommes pas là. C'est la raison pour laquelle je pose... Non, la question de fond, attendez, pas du tout. La question de fond, c'est que dans quelle situation économique nous nous trouvons? Est-ce que nous sommes dans un système de politique intégrée où l'État a les moyens de financer le social, ou bien nous sommes en l'air? Moi, j'aimerais bien... Merci justement, Suzanne, de répondre à cette question de fond. J'aimerais bien que les opposants tout à l'heure me donnent leur projet politique et qu'ils me disent comment ils vont financer. Je suis d'accord de la critique, mais je veux qu'on me dise comment ils vont financer le logement social. Ça pourrait être intéressant qu'on débatte enfin des propositions de ceux qui veulent nous gouverner demain, pour qu'on sache si leurs propositions ont un sens. Mais je voudrais revenir sur le fond, dans la manière de poser le problème. Une fois qu'on a dit, oh, l'État n'a pas fait, c'est un État de prédateur, ils n'ont rien fait pendant 40 ans, je dis qu'il y a des fondamentaux en matière économique qui, s'ils ne sont pas respectés, il n'y aura pas de logement social. Parce que pour que vous financiez le social, il faut que vous ayez une masse d'argent, ce n'est pas seulement la prédation, qui vous permette de sourcer. L'État camerounais est-il démissionnaire parce qu'il n'a pas... Il n'est pas démissionnaire. Ou déficitaire. Il n'est pas non, il n'est ni déficitaire ni démissionnaire. Il a fait des choix autres, comme aux États-Unis, comme dans les pays les plus riches. Dans les pays les plus riches, on ne finance pas la pauvreté. Et c'est vrai qu'on donne des subsides aux pauvres, mais on ne finance pas la pauvreté. Les plus de 15 millions de pauvres qui sont aux États-Unis, ceux qui vivent dans des ghettos, dans des taudis, ne sont pas financés par l'État. Mais soutenus, comme vous avez dit, par le gouvernement. Non, ils ne sont pas soutenus, c'est dérisoire, c'est des subsides. Oui. C'est des miettes pour essayer de contenir éventuellement les contestations sociales. Je ne suis pas d'accord avec ce système, mais je veux qu'on sache que les systèmes inégalitaires ne produisent pas des égalités ex nihilo. Dans un pays comme le nôtre, pour lequel je ne me félicite pas, où vous avez le SMIC à 35 000, où le travail n'est pas formalisé, où ce n'est pas structuré, l'accès au logement social ne peut pas être clair, net et précis. Ce n'est pas vrai. Il y a un dérèglement de base de notre économie qui fabrique des inégalités. S'ils combattent, il faut qu'ils sachent que cet État-là ne peut pas produire. C'est pour ça que je parle des effets d'annonce. C'est pour ça que j'aimerais entendre les projets. Oui, à la fin, j'aimerais entendre les projets des opposants pour qu'ils me disent comment pouvons-nous nous en sortir, où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour financer les logements sociaux et quelle politique de développement vont-ils mettre en œuvre pour qu'on s'en sorte. Moi, j'aimerais entendre ça, parce que le RDPC, ils disent qu'il a échoué. S'il n'avait pas échoué, il ne serait pas là. Il ne serait pas là en train de faire des propositions. Mais il serait intéressant aussi de temps en temps qu'on débatte des propositions des opposants pour qu'on s'en sorte. Merci. Ils veulent faire quoi? Ils disent quoi? Ce qu'ils ont dit jusqu'à maintenant, moi, ne peut pas me convaincre que je dois leur confier les clés de la ville de Douala demain. Parce que ça reste en l'air, en l'air. Donc s'ils peuvent me dire comment ils vont faire. Monsieur, s'il vous plaît, veuillez répondre à Suzanne parce qu'elle veut bien vous confier les clés, mais elle aimerait connaître vos projets. Oui, non, je commence par vous, Albert. D'abord, il faut se féliciter de ce que Suzanne ait remis sur la table la question du débat entre les partis d'opposition. Autant on n'est pas d'accord sur ce qu'elle nous étiquette d'opposants parce que nous avons des points de vue
qui sont divergents. Opposants, c'est pas péjoratif. Bon, je n'ai pas dit que c'est péjoratif. Vous êtes membre de parti et vous vous opposez à celui qui... Non, on assume totalement. Excusez-moi, c'est pas péjoratif. Non, ce n'est pas péjoratif. C'est le jeu politique. Mais c'est un peu étiqueté. Mais on accepte, c'est pas ça le problème. Mais moi, comme je disais tantôt, félicitons-nous de ce que déjà des personnes qui ne sont ni opposants ni du pouvoir puissent comprendre que la problématique du débat puisse s'insérer pour des questions aussi essentielles, pour que l'on comprenne exactement ce que les uns et les autres proposent au Cameroun. Alors nous, on a notre projet de société qu'on appelle le fédéralisme communautaire, qui consiste à responsabiliser les communautés. Parce que la question du logement, au fond, il y a la question de la propriété foncière, qui est un atout et un levier indispensable pour considérablement baisser les coûts. Parce que l'État qui s'est repris ou bien qui se ressent propriétaire de tout le foncier, d'accord, a effectivement dans la prestation qu'il rend, facture aussi le foncier, qu'on le veuille ou non, lorsqu'il fait ses logements sociaux. Alors, moi je suis d'accord avec Suzanne quand on dit nous sommes partis sur des fondamentaux faux, mais qui sont hérités de la colonisation. Parce qu'avant la colonisation, les terres appartenaient aux communautés. Et l'on peut encore bien le voir dans la partie du territoire national qui n'est pas encore envahie par l'urbanisation. Vous voyez comment les gens s'expriment sur le champ, ils occupent le terrain, ils le valorisent, ils en tirent des richesses et je pense qu'ils parviennent à amener une certaine tranquillité dans leur vie. Donc c'est ça, il faudrait revenir à ces fondamentaux qui consistent à redonner aux communautés un certain pouvoir dans le foncier, dans la gestion de leur foncier. Maintenant, l'État, qui est garant de la cohésion nationale, qui est garant de l'égalité, doit pouvoir accompagner ces communautés-là, ou tous ces citoyens-là, dans les activités ou les travaux de construction, par un accompagnement technique, financier, le coût du foncier ayant lui-même déjà été revu à la baisse. Oui. Maintenant, il faut revoir, il faut valoriser nos ressources. Moi, j'ai vu, je n'y suis jamais allé au Canada, mais je vois dans des reportages comment ces pays élaborent la politique de l'habitat en fonction des ressources qui sont les leurs. Là-bas, les maisons sont plus en bois parce que les réserves en bois sont très importantes et elles permettent de pouvoir résorber ce problème-là. Nous nous mettons sur des paradigmes qui ne sont pas les nôtres. Nous importons le ciment, le clinker et tous les dérivés et nous extravertissons notre économie. Alors que nous avons d'autres ressources comme la terre, comme la forêt, qui peuvent participer à réduire considérablement le coût de l'habitat, à valoriser nos ressources et à créer de l'emploi. Donc c'est une question de management de politique globale qu'il faut revoir. Et pour le moment, les paradigmes que nous propose le régime en place ne nous conviennent pas. C'est pour cela que nous disons aux Camerounais que le fédéralisme communautaire dont on parle, il ne s'agit pas de renvoyer chacun dans sa communauté. Il s'agit de consolider les territoires tels qu'ils sont, mais en intégrant les communautés qui ont des affinités sociologiques et anthropologiques, qui peuvent travailler ensemble, qui se reconnaissent d'une même trajectoire et d'une même ambition. Donc, sur la question du logement social, je pense que nous avons des atouts à faire valoir et je pense qu'il faudrait simplement changer de paradigme parce qu'avec le régime en place, je pense que ce n'est pas une approche qui est propre à la leur parce qu'ils sont partis effectivement de mauvais fondamentaux qui font qu'on a de mauvaises solutions. Bien, alors au niveau du Social Democratic Front, qu'est-ce qu'on nous propose, Xavier, pour l'accès au logement social au Cameroun? Oui, et je vais commencer par renvoyer à Mme Suzanne sa diatribe. C'est une intellectuelle qui est assise sur ce plateau. Elle connaît bien la pensée du SDF. Et c'est incroyable qu'elle vienne poser ce problème d'expliquer le programme politique du SDF. Moi, je trouve qu'il y a un problème au Cameroun. J'aurais aimé qu'un gars du quartier me pose cette question, me posant cette question, mais pas Suzanne. Et ça, c'est incroyable. Peut-être elle pose la question pas forcément pour elle. Rafraîchir pas forcément pour elle. Peut-être on a aussi des populations qui ne connaissent justement pas
le plan du Mais du je vais SDF. revenir, rafraîchir. je reviendrai tout à l'heure à son affirmation. D'accord. Parce qu'il veut botter en touche la question, mais qu'il y réponde. Je vais rafraîchir Même si je suis bête, il me répond. Non, vous n'êtes pas bête, il a parlé de... J'ai dit que vous êtes une intellectuelle. Non, mais justement, parce que je suis une intellectuelle, je lui pose une question. Tout à fait. Ah, Qu'il d'accord. me dise quelle est sa politique. Allons-y, on a moins de 10 minutes. Ici, il y a une Je seule ne connais personne pas la qui me pose politique. des questions, c'est Mme Armel Nga. Non, je suis libre en Et tant que que panéliste. je ne suis pas obligé de Laissez répondre le à votre débat. question. Non, c'est un C'est débat. parce qu'elle a C'est un reçu débat. votre question que je vais répondre. Je vais me donner c'est un débat, monsieur, ne fouillez l'obligation pas de le débat. répondre en quelques mots. D'accord. Que la Il y a vision pas de d'IAD est politique, en fait. simple. Ceux qui ont suivi la dernière campagne de présidentielle, notre candidat a expliqué en quelques mots comment un pays peut s'organiser et se développer. Pour booster le taux de consommation, il faut revaloriser les salaires. Il faut revaloriser le SMIC, qui a même été l'objet d'une proposition de loi à l'Assemblée, qui doit aller sur 2 ans, 3 ans, à 160 000 francs. Et parce que cela va accroître le pouvoir d'achat. Et ça aura un effet corollaire sur le reste de l'ensemble de la société au niveau de la consommation. Parce qu'une économie ne peut pas se développer s'il n'y a pas de consommateurs. Il faut que les gens soient capables de payer. Parce qu'avec 36 250 francs, c'est pas, vous ne pouvez rien acheter avec. Vous subsistez au quotidien. Pour arriver donc à voir quoi, je vais faire une petite simulation. Le crédit foncier peut vous prêter 20 millions de francs pour construire votre maison. Et les 20 millions, vous devez les rembourser en 20 ans, 1 million par an. Oui. Ça va vous faire environ 80 000 francs CFA par mois qu'on doit retenir sur votre salaire. Et si vous avez un salaire de 36 000 francs, ce n'est pas possible. Au moins, si vous avez un salaire de 160 000, ça peut faire la moitié. Oui. Vous comprenez? Et en ce temps-là, vous avez 20 ans pour rembourser votre dette que vous avez contractée au crédit foncier. Pendant ce temps, vous avez pu avoir des contraintes de location de loyer. Avec, vous serez déjà chez vous. Vous bénéficierez de toutes ces conditions et tout. Voilà comment un pays peut se développer. Il faut accroître la consommation. Ce n'est pas la sorcellerie. Et ce qui se passe partout ailleurs, je voudrais dire, Madame Suzanne, et il peut se passer au Cameroun. Vous êtes incapable, depuis que vous parlez, de porter une moindre critique au régime en place. C'est normal, c'est votre droit. Vous pouvez avoir la sympathie pour ce régime. C'est tout à fait normal. Non, mais elle a dit Nous ne sommes pas être dans le d'accord. cadre de la sympathie. À l'entame de Nous son sommes dans le propos, elle cadre de a la dit liberté qu'elle d'expression. n'était pas d'accord avec la politique du gouvernement C'est le camerounais. dire de manière Non, mais indolente. elle n'ira non plus comme vous, elle n'est pas... Non, elle va le dire de manière indolente, mais elle est très incisive quand elle s'attaque à l'opposition. ok. Et c'est son droit. Ouais. Elle est libre de choisir de supporter qui elle veut. C'est son droit fondamental. Mais je dis, le logement fait partie des droits fondamentaux que le citoyen a pas besoin. C'est comme la liberté d'expression, c'est comme aller se soigner à l'hôpital. Oui. Et c'est loger, c'est pareil. Si un État n'arrive pas à trouver des logements décents à ses citoyens, c'est grave. En 40 ans, ce régime n'a rien fait, a foutu du bordel partout. Le Cameroun, je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mon propos, le Cameroun ressemble à un bateau qui prend de l'eau partout. Si on ne fait pas attention, on risque de couler tous. D'accord, très bien, Suzanne. D'abord, je voudrais qu'on soit un peu clair entre nous autour de cette table. Ne pas être d'accord avec vous, ce n'est pas soutenir le RDPC. Attendez, ce n'est pas soutenir le RDPC. Je m'interdis de porter un jugement sur la manière dont vous vous positionnez. Donc je vous interdis de porter un jugement sur la manière dont je me positionne. Nous sommes dans un débat clair sur la politique de logement social. Vous dites et vous critiquez, sans doute à juste titre, ce qui se passe comme politique. Je suis en droit, en tant qu'intellectuel justement, de vous demander, ok, quelles sont donc vos propositions pour que je les comprenne, au cas où on m'aura déjà acheté le cerveau. J'interdis dans un débat d'utiliser des arguments fallacieux qui consistent à vouloir jeter le discrédit sur vos adversaires politiques en faisant croire aux auditeurs et aux téléspectateurs que voilà, c'est un gars du RDPC. Ce n'est pas juste. Je reviens, Armel, aux fondamentaux de la discussion. Je dis et je soutiens que pour réussir à faire du logement social, il faut que l'État, quel qu'il soit, ait de la ressource et puisse savoir comment il finance. Il faut une politique de développement intégrée, pas seulement de l'habitat, mais de développement économique et social. Si vous n'avez pas un matelas, il n'y en aura pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, les États aujourd'hui, qui ont pratiqué à un moment donné les HLM, par exemple, les logements sociaux. Comme en France. Il y a eu des dégradations de la condition ouvrière. Donc il y a eu une régression
de l'accès au logement social. Et même s'il y a eu des aides, j'ai vécu dans ces pays. Et comment les aides étaient distribuées de manière parcimonieuse. Plus vous étiez pauvre, moins les aides étaient importantes. Je ne dis pas que c'est une félicité. Je veux que les gens comprennent que quand un État n'est pas un État pour les pauvres, eh bien les pauvres vont toujours souffrir. Il faut que ça soit bien clair. Et il faut que les pauvres, plutôt que de se ranger derrière un discours lénifiant, se battent. Et pour se battre, ce n'est pas seulement prendre le pouvoir. Ce n'est pas demain que le SDF remplace Paul Biya. C'est que le SDF soit capable de mobiliser les ressources qu'il faut pour faire une politique sociale. Les deux réponses ne me satisfont pas. Je serais loin de leur donner la clé de même mon petit village à Bali pour qu'ils viennent régner là-bas. Parce que ce n'est pas clair. On m'interdit de poser des questions. On m'interdit de poser des questions. On m'affecte des positions qui ne sont pas les miennes. C'est la preuve, excusez-moi, que finalement l'affaire politique là, d'une politique de logement social n'est pas claire. Parce que les débats qui glissent vers ce que moi j'appellerais un peu l'invective, ce sont des débats où l'argument de fond n'est pas suffisamment consistant. Vous m'avez pas écouté. Sinon l'argument, non, l'argument de fond. Opposez vos arguments. J'ai posé la question, vous dites que je n'ai pas le droit de vous poser la question. C'est que vous me reprochez. Vous avez tenté. Très bien, il nous reste à C'est peine que 1 vous minute avez- 30. Vous avez Non, pas- je donnerai vous n'avez pas 45 été secondes à capable chacun de et Suzanne développer. commence déjà à prendre ses 45 secondes. On termine le débat, oui. 45 secondes, s'il Non, vous mais plaît. le SDF et le PCRN n'ont pas été capables, pour moi ce soir, de me dire quelle pourrait être leur politique demain, quand ils prendront le pouvoir, pour qu'enfin les Camerounais les plus pauvres puissent respirer. Ce qu'ils m'ont donné comme réponse ne me satisfait pas. Vous n'êtes pas satisfaite. Non. Ok. Albert Ebonga, qu'est-ce que vous pourrez proposer au gouvernement qui est toujours en place justement pour que le logement social, le pauvre puisse avoir accès au logement social très rapidement? Non, non, je suis d'accord avec Suzanne qu'il faut revoir tout le paradigme de ce gouvernement-là. Moi, je crois qu'au-delà des textes, au-delà de la structuration de la politique de l'habitat, il y a une question d'homme. Parce qu'effectivement, on peut avoir de très beaux textes, mais dans la mise en œuvre, vraiment, on ne s'en sort pas. C'est ça le problème. C'est les hommes qui nous gouvernent, qui font des mauvais choix que Suzanne, dont elle se contente, parce qu'elle peut nous dire que ce que nous lui proposons ne lui va pas. Oui. Et encore que même ceux qui sont là, elles trouvent que même là, ça ne va pas. Donc moi, je dis, il faut quand même à un moment s'engager et arrêter de faire le milieu partout. Il faut effectivement, si on n'est pas d'accord, on dit qu'on n'est pas d'accord. Nous disons justement qu'il faut revoir ce paradigme-là. Cette politique qui doit partir des ressources que l'on a pour pouvoir prendre en compte les spécificités et apporter ce soulagement dont on a. Et c'est ça un peu l'engagement du PCRN, qui trouve que pour baisser le coût du logement, il faut revoir la question foncière. Il faut revoir la question des matériaux de construction. Oui, et que Suzanne dise que ça ne la satisfait pas. Moi, je ne sais pas ce qu'il lui faut. Mais oui, ce qu'il lui faut pour être satisfait en termes d'objectivité. Alors Xavier, peut-être que le gouvernement camerounais aujourd'hui devrait changer ses stratégies ou sa politique. Non, il n'est pas capable. Ce gouvernement est du passé. Donc il doit partir pour vous. La seule chose, le seul service que ce gouvernement peut rendre aux Camerounais, c'est de partir. Ils n'ont rien fait. Plus ils restent là, plus ils comprennent. Est-ce qu'on a justement l'assurance que ce gouvernement qui a fait 40 ans maîtrise mieux le pays qu'un nouveau gouvernement qui va entrer? Il maîtrise le pays, mais le pays est en train... Il y a des guerres partout. Il y a des Camerounais qui meurent tous les jours. Il y a des milliers de cadavres à cause de la mauvaise gouvernance de ce gouvernement. Donc, 40 ans... Ils ont créé des problèmes au Cameroun. Merci beaucoup, Xavier Bellemé, d'avoir répondu présent à cette invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire régional à la communication du Social Democratic Front pour le littoral. Merci à vous et également Albert Ebonga, citoyen camerounais, je le disais, comme tous nos panélistes et communicants du PCRN. Merci, Suzanne, d'avoir été avec nous, comme toujours, sur ce plateau. Merci, Armel, mais bon, ne nous masquons pas la réalité. D'accord. Merci à vous également, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous.